Bonjour et bienvenue sur ce livre audio consacré à la ferme des animaux de George Orwell. Vous êtes sur le point d'écouter une version condensée d'environ 60% par rapport au texte original, afin de vous faire découvrir le livre en minimisant l'altération du texte. Si vous souhaitez prendre pleinement connaissance de l'œuvre, il est recommandé de vous référer au texte original. Chapitre 1. Monsieur Jones, le propriétaire de la ferme du manoir, trop ivre pour fermer correctement les poulaillers, tituba jusqu'à sa chambre où Mrs. Jones ronflait déjà. Dès que la lumière fut éteinte, un remue-ménage s'empara des bâtiments. Les animaux, avertis par la rumeur du rêve étrange de Sage l'Ancien, se rassemblèrent dans la grange. Sage, un cochon vénéré de 12 ans qui avait jadis remporté le titre de beauté de Willingdon, avait pris place sur une estrade de paille éclairée par une lanterne. Les animaux arrivèrent un par un, chacun suivant les lois de son espèce. Les chiens Filou, Fleur et Constance entrèrent en premier, suivis des cochons qui se vautrèrent sur la paille. Les poules se perchèrent, les pigeons sur les chevrons, tandis que les vaches et les moutons ruminaient derrière les cochons. Malabar, un cheval de trait massif mais peu intelligent, et Douce, une jument matrone aux sabots délicats, firent leur entrée avec précaution pour ne pas écraser les petites bêtes. Edmé, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne acariâtre et cynique qui n'avait jamais ri, les rejoignirent. Benjamin, le plus vieil animal, était l'ami silencieux de Malabar. Une couvée de canetons orphelins trouva refuge sous la patte de Douce, suivie de Luby, la jument folle de Jones, qui mâchonnait un sucre, et enfin de la chatte, qui s'installa confortablement entre les deux chevaux sans écouter la suite. Moïse, le corbeau, dormait sur un perchoir à l'écart. Une fois l'assemblée réunie, Sage l'Ancien commença son discours. Il annonça qu'il mourrait bientôt, mais voulait d'abord transmettre sa sagesse. L'homme est notre seul véritable ennemi, déclara-t-il. Il cita en exemple la vie des vaches privées de leur lait, des poules privées de leurs œufs, et des chevaux vendus à l'équarrisseur dès leur faiblesse. Selon lui, la solution était de renverser la race humaine pour que les animaux s'approprient le produit de leur travail. Sage l'Ancien invita les animaux à travailler à la Révolution, quelle que soit l'échéance, et insista sur l'unité parfaite entre eux. Il condamna l'idée d'une alliance avec l'homme, affirmant que tous les hommes sont des ennemis. Les animaux entre eux sont tous camarades. Il demanda ensuite s'il fallait considérer les rats comme des alliés ou des ennemis. Après un vote, à l'exception des 3 chiens et de la chatte, les animaux décidèrent que les rats étaient des camarades. Il établit alors les principes fondamentaux de la rébellion. Tout 2 pattes est un ennemi, tout 4 pattes ou tout volatile est
Il imposa une liste d'interdits stricts pour éviter de devenir comme les humains. Aucun animal ne devrait habiter une maison, dormir dans un lit, porter des vêtements, boire d'alcool, fumer, toucher de l'argent ou faire du négoce. De plus, la tyrannie entre animaux était interdite, ainsi que le meurtre d'un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Enfin, Sage révéla son rêve. Il s'agissait du retour d'une vieille chanson chantée par les truies de son enfance, Bête d'Angleterre. Il chanta alors cet hymne révolutionnaire, dont l'air rappelait la cucaracha. Les paroles promettaient un âge d'or après l'expropriation de l'homme tyran, libérant les champs de la souffrance et assurant l'abondance pour tous. Le chant provoqua une frénésie enthousiaste. Tous les animaux, même les plus bouchés, s'imprégnèrent de la mélodie et répétèrent l'hymne 5 fois de suite avec une telle passion qu'ils auraient continué toute la nuit. Cependant, le bruit réveilla Monsieur Jones, qui crut à une intrusion de renards. Il saisit sa carabine et tira une volée de plomb dans le mur de la grange. La réunion se termina dans la confusion et la fuite. Chaque animal regagna précipitamment son lieu de repos et sombra dans le sommeil, tandis que l'étincelle de la rébellion venait d'être allumée. Chapitre 2. 3 nuits après le décès paisible de Sage l'Ancien, son corps fut enterré dans le verger, marquant le début de la période charnière de mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, une intense activité clandestine s'empara de la ferme du manoir. Le discours prophétique de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts l'idée d'un soulèvement imminent, bien que personne ne sache quand il se produirait ni s'il adviendrait de leur vivant. Les animaux comprirent néanmoins leur devoir de jeter les bases de cette future liberté. Cette double tâche d'instruire et d'organiser revint naturellement aux cochons, considérés comme l'espèce la plus intelligente. Parmi eux, 2 jeunes verras élevés par M. Jones pour en tirer bon prix se détachaient, Napoléon, un imposant Berkshire avare de paroles réputé pour sa détermination, et Boule de Neige, plus vif, inventif et délié dans l'esprit mais manquant de caractère. Le 3e cochon éminent, Brille Babil, petit, bien en chair, aux joues rebondies et aux mouvements vifs, se distinguait par sa voix perçante et son talent d'orateur capable de retourner n'importe quel débat. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, ces 3 figures élaborèrent l'animalisme, un système philosophique rigoureux. Chaque semaine, une fois M. Jones endormi, il tenait des réunions secrètes dans la grange pour exposer les principes de cette doctrine. Ils se heurtèrent cependant à une apathie et à une bêtise profonde. Certains animaux invoquaient leur fidélité envers leur maître, affirmant que sans lui ils dépériraient, ou minimisant l'urgence du soulèvement en se disant que ce qui adviendrait après leur mort ne les concernait pas. Les cochons eurent particulièrement de la peine à dissiper les doutes de Lubie, la jument blanche, qui demandait anxieusement si elle aurait encore du sucre après le soulèvement et si elle pourrait porter des rubans dans sa crinière. Boule de Neige répondit sèchement que le sucre était un superflu et que les rubans étaient des symboles d'esclavage, préférant la liberté au colifichet, mais Lubie sembla pas entièrement convaincu. Les cochons durent aussi combattre les mensonges de Moïse, le corbeau apprivoisé de Jones, qui vantait l'existence de la montagne de sucre et candy, un paradis céleste où il faisait toujours dimanche, où le trèfle et le sucre abondaient, et où les animaux ne travaillaient pas. Bien que haïs pour leur oisiveté et leur sornette, ces récits séduisaient certains esprits. Les disciples les plus fidèles des cochons étaient les 2 chevaux de trait, Malabar et Douce, qui, bien que lents à se faire une opinion, assimilèrent rapidement l'enseignement et le transmettaient aux autres avec une honnête simplicité, entraînant notamment le chant de l'hymne « Bête d'Angleterre » à la fin des réunions. Le soulèvement survint bien plus tôt et plus facilement que prévu. Depuis quelque temps, Jones, affaibli par un procès perdu et une consommation excessive d'alcool, négligeait ses tâches. Ses ouvriers étaient fainéants, les champs envahis par les mauvaises herbes et les animaux souffraient de la faim. En juin, à la veille de la Saint-Jean, Jones s'enivra si bien à Willingdon qu'il ne rentra que dimanche matin, se laissant tomber sur le canapé. Ses ouvriers avaient trait les vaches, puis s'étaient absentés sans nourrir les bêtes. Affamés, celles-ci forcèrent la porte de la resserre. Jones, réveillé, accourut avec ses ouvriers armés de fouets et se mit à frapper les animaux. L'affliction et la colère firent basculer la situation. Les animaux, d'un commun accord, se jetèrent sur leurs bourreaux. Les hommes, pris de peur et décontenancés par cette rébellion inouïe, prirent la fuite. Mrs. Jones, voyant la scène depuis sa fenêtre, emmena ses affaires et s'enfuit, suivie par Moïse, qui croassait à plein poumon. Les animaux claquèrent la clôture derrière les fuyards, réalisant à peine que la ferme du manoir leur appartenait désormais.
Après un moment de stupeur, ils firent le tour de la propriété pour s'assurer qu'aucun humain ne subsistait, puis se précipitèrent vers les dépendances pour détruire les outils de leur oppression. Ils brisèrent mors, laisses, harnais et couteaux, et brûlèrent dans la cour les rênes, licous et muselières. Voyant les fouets flamber, ils gambolèrent de joie. Boule de Neige y jeta également les rubans destinés à la crinière des chevaux, déclarant qu'ils étaient des symboles de l'homme et que les animaux devaient aller nus. Malabar suivit l'exemple en jetant au feu son petit galurin de paille. Napoléon distribua alors à chacun double ration de blé et 2 biscuits pour les chiens. Les animaux chantèrent « Bête d'Angleterre » 7 fois de suite avant de s'endormir profondément. À l'aube, réveillés par leur nouvelle gloire, ils coururent au pâturage et inspectèrent la ferme depuis le monticule, exultant à l'idée que tout cela leur appartenait. Ils rentraient en file indienne vers la maison quand ils s'arrêtèrent, intimidés à l'idée d'y pénétrer. Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte et les suivirent sur la pointe des pieds. Ils furent stupéfaits par le luxe des pièces, lits matelassés, miroirs, moquettes, estampes de la reine Victoria. Lubie les avait précédés. Retrouvée dans la grande chambre, elle s'admirait dans la glace avec un ruban bleu volé sur la coiffeuse de Jones. Les autres la rabrouèrent. Dans la cuisine, ils enterrèrent les jambons et firent éclater le baril de bière avec le sabot de Malabar, mais laissèrent le reste intact. Une motion fut votée à l'unanimité pour transformer la maison en musée. Aucun animal ni vivant. Après le petit déjeuner, Boule de Neige annonça que les cochons avaient appris à lire et à écrire grâce à un abécédaire des enfants Jones. Napoléon demanda de la peinture blanche et noire. Boule de Neige, le plus doué pour l'écriture, effaça l'inscription « Ferme du manoir » sur la clôture pour y écrire « Ferme des animaux ». Puis, sur le mur de la grange, il inscrivit les 7 commandements de l'animalisme, aidé par Brille-Babil qui lui tendait la peinture. Les commandements étaient 1. Tout 2 pattes est un ennemi. 2. Tout 4 pattes ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. Boule de Neige en donna lecture à ceux qui ne savaient pas lire, et les esprits les plus éveillés commencèrent à les apprendre par cœur. Boule de Neige ordonna alors de commencer la fenaison, affirmant qu'il allait de l'honneur des animaux de récolter plus vite que Jones. Cependant, 3 vaches, n'ayant pas été traites depuis 24 heures, gémirent de douleur. Les cochons apportèrent des seaux et se mirent à traire les vaches, s'en tirant fort bien grâce à la dextérité de leurs sabots. 5 seaux de lait crémeux furent remplis, attirant l'attention de tous. Lorsqu'on demanda ce qu'on en ferait, Napoléon prit la parole d'une voix autoritaire. « Ne vous en faites pas pour le lait, camarades, on va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de Neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarades, le foin vous attend. » Les animaux se dirigèrent vers les champs, mais au soir, en revenant, ils constatèrent avec surprise que le lait avait disparu. Chapitre 3. La récolte de foin fut un succès éclatant, bien plus abondant que sous le règne de Monsieur Jones, bien que le travail se soit révélé pénible. Les instruments agricoles, conçus pour les humains, étaient difficiles à manier pour les animaux, aucun ne pouvant se tenir debout sur ses pattes arrière. Cependant, les cochons, par leur intelligence, surmontèrent ces obstacles en distribuant le travail et supervisant l'exécution. Les chevaux, Malabar et Douce, excellèrent dans la fauche et le rattelage, guidés par des cochons qui les encourageaient, de Udia, camarade, ou Hola, ô camarade. Tous les animaux, y compris les canards et les poules qui glanaient les moindres brins, travaillèrent sans relâche. La fenaison fut achevée 2 jours plus tôt qu'auparavant, avec un foin d'une qualité exceptionnelle et sans aucun gaspillage. L'été s'écoula avec une régularité horlogère. Les animaux éprouvaient un bonheur inespéré, car leur nourriture était le fruit de leur propre effort, et non plus l'aumône d'un maître parcimonieux. Libérés des humains, ils bénéficiaient de rations plus copieuses et de loisirs accrus. Lors de la moisson, faute de batteuse, ils durent dépiquer le blé à l'ancienne et souffler sur la glume. L'effort de Malabar fut déterminant. Il travaillait comme 3 chevaux, se faisant réveiller une demi-heure avant les autres pour prendre les tâches d'urgence, guidé par sa devise « Je vais travailler plus dur ». Chacun œuvrait selon ses capacités, sans chaparder ni se plaindre, si ce n'est Lubie, qui cherchait des prétextes pour quitter le travail, et la chatte,
dont les absences mystérieuses étaient excusées par son ronronnement affectueux. Benjamin, le vieil âne, restait indifférent au changement de régime, se contentant de répéter « Les ânes ont la vie dure. Aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne. » Le dimanche, jour de repos, le petit déjeuner était pris 1 heure plus tard. Une cérémonie hebdomadaire commençait par l'hissage du drapeau, un vieux tapis vert de Mrs. Jones, peint par boule de neige d'une corne blanche et d'un sabot, symbolisant les pâturages d'Angleterre et la future République. Après le salut au drapeau, les animaux se rendaient à la grange pour l'assemblée, où l'on établissait le plan de la semaine et votait des résolutions proposées par les cochons. Les débats étaient principalement menés par Boule de Neige et Napoléon, qui s'opposaient systématiquement. Même après l'adoption de la création d'une maison de repos pour les animaux âgés, un débat orageux éclata sur l'âge légal de la retraite. L'assemblée se clôturait par le chant de Bête d'Angleterre. Pendant que les autres animaux travaillaient, les cochons installèrent leur quartier général dans la sellerie, étudiant les métiers manuels à l'aide de livres. Boule de Neige, infatigable, créa diverses commissions. Commission des pontes pour les poules, Ligue des queues de vaches propres, Commission de rééducation des animaux vivants en liberté, visant à apprivoiser rats et lapins, Mouvement de la laine immaculée pour les moutons, ainsi que des cours de lecture et d'écriture. Ces projets échouèrent largement. Les animaux sauvages restèrent insaisissables. La chatte participa brièvement à la rééducation, tentant en vain de persuader les moineaux de devenir camarades. En revanche, les cours d'alphabétisation furent un succès. À l'automne, seuls les cochons maîtrisaient parfaitement la lecture et l'écriture. Les chiens savaient lire couramment, mais ne s'intéressaient qu'aux secs commandements. Edmé, la chèvre lisait bien et récitait des journaux trouvés dans les ordures. Benjamin lisait aussi bien que les cochons, mais refusait d'exercer ses talents, estimant qu'il n'y avait rien de valable à lire. Douce apprit ses lettres, mais n'en saisissait pas le sens. Malabar, bien que puissant, ne retenait que les lettres A, B, C et D, oubliant les suivantes dès qu'il les apprenait. Luby se limita aux 5 lettres de son nom, qu'elle décorait de fleurs. Les animaux les plus simples, comme les moutons et les poules, furent incapables de mémoriser les 7 commandements. Boule de Neige simplifia alors la doctrine en une seule maxime. 4 pattes, oui, 2 pattes, non. Il justifia cette formulation en affirmant que les ailes des oiseaux étaient des organes de propulsion, non de manipulation, contrairement à la main humaine, symbole de malignité. Cette maxime fut inscrite en gros caractères sur le mur de la grange et apprise par cœur par tous. Les moutons, en particulier, l'adoptèrent avec enthousiasme, la bêlant sans cesse. Napoléon, indifférent aux commissions de Boule de Neige, privilégiait l'éducation de la jeunesse. Peu après la fenaison, Constance et Fleur mirent bas 9 chiots. Napoléon les retira immédiatement à leur mère pour s'occuper personnellement de leur éducation, les enfermant dans un grenier inaccessible via l'échelle de la sellerie. Les autres animaux oublièrent bientôt leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut résolu. Celui-ci était mélangé à la pâtée des cochons. À l'arrivée de la maturité des pommes du verger, les animaux s'attendaient à un partage équitable. Un ordre fut pourtant donné de ramasser toutes les pommes pour les apporter à la sellerie, au profit exclusif des porcs. Bien que certains murmures s'élèvent, ils furent étouffés par l'unanimité des cochons. Brille-Babil prit la parole pour justifier cette décision. Il affirma que les cochons détestaient le lait et les pommes, mais qu'ils les consommaient pour leur santé, car ces aliments contenaient des substances indispensables au régime intellectuel des cochons. Il souligna que les cochons, travailleurs intellectuels, assuraient la direction et l'organisation de la ferme, veillant jour et nuit au bien des autres animaux. Il lança alors une question rhétorique menaçante. « Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir ? Jones reviendrait. » La perspective du retour de Me. Jones terrifia les animaux. Convaincus que la santé des cochons était vitale pour la survie de la ferme, ils acceptèrent sans discuter que le lait et les pommes devinrent la propriété exclusive des cochons. Chapitre 4. À la fin de l'été, la nouvelle du soulèvement s'était propagée dans la moitié du pays. Napoléon et Boule de Neige dépêchaient quotidiennement des pigeons voyageurs pour rallier les fermes voisines, leur racontant l'histoire de la révolte et leur apprenant à chanter Bête d'Angleterre. Pendant ce temps, Mus Jones, l'ancien propriétaire, restait à Willingdon, buvant au lion rouge et se plaignant amèrement de l'injustice subie face à une bande d'animaux propres à rien. Les fermiers voisins, bien que compatissants en apparence, étaient sceptiques et cherchaient à tirer profit de la situation.
Les deux fermes adjacentes, Foxwood et Pinchfield, appartenaient respectivement à Ms. Pilkington et à M. Frederick Pilkington, gentleman farmer négligent, et Frederick, homme dur et litigieux, se détestaient mutuellement, ce qui les empêchait de collaborer malgré leur intérêt commun. Tous deux étaient terrifiés par l'exemple des animaux et craignaient que leurs propres bêtes ne s'inspirent de la ferme du manoir. Au début, ils se moquèrent de l'idée d'une ferme gérée par des animaux, prédirent leur effondrement rapide et répandirent le bruit que les bêtes s'entretuaient et mouraient de faim. Lorsque les animaux survécurent et prospérèrent, ils changèrent de stratégie, accusant les animaux de cannibalisme, de torture et de débauche. Ces calomnies n'empêchèrent pas une vague d'insubordination de gagner les campagnes. Les taureaux devenaient furieux, les moutons détruisaient les haies, et les animaux se révoltaient contre leurs maîtres. L'hymne révolutionnaire, bête d'Angleterre, se répandait irrésistiblement, sifflé par les merles et roucoulié par les pigeons, terrifiant les humains qui, malgré leurs interdictions sous peine de bastonnade, ne pouvaient arrêter sa propagation. Au début d'octobre, après la récolte du blé, un vol de pigeons alerta la ferme du manoir de l'approche d'une force ennemie. Monsieur Jones, accompagné de ses ouvriers et renforcé par une demi-douzaine d'hommes de main de Foxwood et Pinchfield, avait franchi la clôture aux 5 barreaux, armé de gourdons et, pour Jones, d'un fusil. Il comptait reprendre possession de la ferme. Boule de Neige, ayant étudié les campagnes de Jules César dans un vieux livre, dirigeait la défense. Lorsque les humains furent proches des dépendances, Boule de Neige lança la première attaque. 35 pigeons survolèrent le bataillon et lâchèrent leurs fientes sur les assaillants. Immédiatement après, une troupe d'oies embusquée derrière la haie chargea, mordant les mollets des hommes. Bien que les humains aient repoussé les oies à coups de gourdin, Boule de Neige déclencha la seconde attaque. Il conduisit personnellement Edmé, la chèvre blanche, et tous les moutons qui ruèrent sur les hommes avec leurs cornes et leurs boutoirs. L'âne Benjamin, bien que timide, participa en décochant des ruades. Malgré cette résistance, les humains, aidés par leurs chaussures ferrées et leurs gourdons, prirent l'avantage. Boule de Neige ordonna alors la retraite. Tous les animaux s'enfuirent par la grande porte vers la cour, incitant les hommes à les poursuivre dans un élan de triomphe, croyant l'ennemi vaincu. C'était le piège tendu par Boule de Neige. Dès que les hommes furent engagés dans la cour, les 3 chevaux, les 3 vaches et les cochons, restés en embuscade dans l'étable, surgirent et coupèrent la retraite des humains. Boule de Neige lança la charge et fonça droit sur Jones. Jones leva son fusil et tira, blessant Boule de Neige à l'échine et tuant un mouton. Sans hésiter, Boule de Neige, pesant 120 kilos, se jeta sur les jambes de Jones, qui lâcha son arme et tomba sur un tas de fumier. Parallèlement, Malabar, le gros cheval, cabra et frappa de ses sabots ferrés. Son premier coup assomma un palefrenier de Foxwood. Voyant leurs camarades tomber, plusieurs hommes lâchèrent leurs armes pour fuir. La panique s'empara de l'ennemi. Tous les animaux, y compris la chatte qui bondit du toit pour enfoncer ses griffes dans le cou d'un vacher, chassèrent et piétinèrent les humains. Les hommes, voyant la voie libre, s'enfuirent ignominieusement par le chemin par lequel ils étaient venus, poursuivis et hués par un troupeau d'oies qui leur mordait les jarrets. Un seul homme, le palefrenier, resta gisant au sol. Malabar tenta de retourner son corps avec ses sabots, triste de l'avoir tué, regrettant d'avoir oublié ses fers. Boule de Neige, blessé et saignant, lui rétorqua sèchement « Pas de sentimentalité, camarade, la guerre, c'est la guerre. L'homme n'est à prendre en considération que changé en cadavre. » Malabar, en larmes, répétait qu'il ne voulait assassiner personne. La foule des animaux, émus, chercha Edmé, qui avait disparu. On la retrouva finalement cachée dans son box, la tête dans le foin, ayant fui au bruit des détonations. Le palefrenier, ayant repris connaissance, avait également disparu. Les animaux, au comble de l'émotion, racontaient leurs prouesses et célébrèrent immédiatement la victoire. Les couleurs furent tissées, Bête d'Angleterre fut chantée plusieurs fois, et des funérailles solennelles furent organisées pour le mouton tombé au combat, enterré sous une aubépine. Boule de Neige prononça une allocution. Les animaux doivent se tenir prêts à mourir pour leur propre ferme. Une décoration militaire, la Héros Animal première classe, fut créée et attribuée à Boule de Neige et à Malabar. Il s'agissait d'une médaille en cuivre trouvée dans la sellerie, destinée à être portée les dimanches et jours fériés. Une Héros Animal, deuxième classe,
fut décerné à titre posthume aux moutons. Après discussion, le combat fut nommé « Bataille de l'étable ». Le fusil de M. Jones, récupéré dans la boue, fut dressé au pied du mât comme une pièce d'artillerie. Il fut décidé de tirer une salve 2 fois par an, le 12 octobre pour commémorer la bataille de l'étable et à la Saint-Jean d'été pour le soulèvement. Chapitre 5. L'hiver s'installait, rigoureux et glacial, transformant la vie à la ferme des animaux. Luby, la jument, commençait à montrer des signes inquiétants. Elle arrivait systématiquement en retard au travail, invoquant des douleurs singulières et un manque de sommeil, bien que son appétit demeurât robuste. Elle négligeait ses tâches pour passer du temps à l'abreuvoir, se regardant avec vanité. Douce, une autre jument, s'inquiétant de ses changements de comportement, confronta Luby après l'avoir aperçu près de la haie séparant la ferme de Foxwood. Elle avait vu un homme de M. Pilkington caresser le museau de Luby et lui parler. Luby démentit vigoureusement, criant au mensonge, mais incapable de soutenir le regard de Douce, elle s'enfuit au galop. Peu après, Douce découvrit dans le box de Luby, sous la paille, une cache de morceaux de sucre et de rubans de couleur vive. 3 jours plus tard, Luby avait disparu. Les pigeons rapportèrent qu'elle se trouvait de l'autre côté de Willingdon, dans une charrette de cabaretier, tondue, ornée d'un ruban écarlate et gâtée par un gros homme Rubicon. Elle ne revint jamais, et sa vie devint une légende inconnue. En janvier, le froid était si intense que le sol était dur comme le fer, rendant les travaux agricoles impossibles. Les animaux se réunissaient fréquemment dans la grange pour écouter les cochons, reconnus comme les plus intelligents, qui établissaient les plans de la saison à venir. Il avait été convenu que les décisions politiques seraient prises par les cochons, soumises à la ratification de la majorité. Cependant, cette harmonie apparente était ternie par la rivalité entre Boule de Neige et Napoléon. Chaque proposition de l'un était systématiquement combattue par l'autre. Si Boule de Neige prenait l'ensémencement d'orge, Napoléon exigeait de l'avoine. Si l'un proposait des choux, l'autre réclamait des betteraves. Boule de Neige, brillant orateur, gagnait souvent les débats grâce à ses discours érudits, tandis que Napoléon travaillait en coulisses, ralliant les soutiens, notamment auprès des moutons. Ces derniers, enthousiastes, interrompaient souvent les interventions de Boule de Neige en bêlant frénétiquement le slogan révolutionnaire « 4 pattes, oui, 2 pattes, non ». Boule de Neige, s'appuyant sur des manuels de bricolage, de maçonnerie et d'électricité trouvés chez M. Jones, élaborait des projets innovants. Il avait transformé une couveuse artificielle en cabinet de travail, y traçant des plans complexes au craie, illustrant des systèmes d'ensilage, de drainage et de gestion des fumiers. Tous les animaux, fascinés, venaient observer ces schémas techniques, à l'exception de Napoléon, qui se tenait à l'écart. Un jour, Napoléon visita néanmoins les plans, les examina avec une attention feinte, puis, avec dédain, compissa l'ensemble du dessin du sol avec sa patte avant de repartir sans un mot. La question du moulin à vent divisa la ferme. Boule de Neige affirmait que la construction d'un moulin sur le monticule dominant la ferme permettrait de générer de l'électricité, automatisant les tâches pénibles, hache-paille, scie, traite, et réduisant la semaine de travail à 3 jours. Napoléon s'y opposa fermement, arguant qu'il fallait se concentrer sur l'augmentation de la production alimentaire pour éviter la famine. Les animaux se scindèrent en 2 factions, voter pour Boule de Neige et la semaine de 3 jours, contre voter pour Napoléon et la mangeoire pleine. Seul Benjamin, le âne cynique, restait neutre, prédisant que la vie resterait difficile quoi qu'il arrive. Un autre sujet de discorde fut la défense de la ferme. Face au risque d'une reconquête par M. Jones, Napoléon proposa d'acquérir des armes et de s'entraîner, tandis que Boule de Neige suggérait de multiplier les pigeons pour fomenter des révoltes chez les animaux des autres fermes. Lors de l'assemblée du dimanche, la construction du moulin fut mise aux voix. Boule de Neige exposa avec passion les bienfaits de l'électricité, convainquant l'assistance. Napoléon se leva alors, déclara le projet une insanité et s'assit sans ajouter un mot, sans chercher à convaincre. Boule de Neige, indigné, répliqua avec éloquence, consolidant son avance. Soudain, Napoléon poussa un gémissement aigu. 9 énormes chiens, portant des colliers incrustés de cuivre, irrompirent dans la grange et se jetèrent sur Boule de Neige. Celui-ci s'enfuit, poursuivi par les bêtes à travers le pâturage. Après une course-poursuite tendue où il frôla la capture à plusieurs reprises, Boule de Neige s'échappa par un trou dans la haie et ne fut plus jamais revu. Les animaux, terrifiés, apprirent que ces chiens étaient les chiots que Napoléon avait dérobés à leur mère et élevés en secret. Ils étaient désormais féroces et obéissants.
frétillant de la queue devant Napoléon comme il l'avait fait pour Jones. Ce dernier monta sur l'estrade et annonça l'abolition des assemblées du dimanche matin, les jugeant inutiles. Toutes les décisions seraient désormais prises par un comité de cochons présidé par lui, en séance privée. Les réunions se limiteraient au salut au drapeau, au chant de bêtes d'Angleterre et à la réception des consignes. Devant les protestations timides de quelques jeunes porcelets, les chiens grognèrent menaçamment, faisant taire les opposants. Les moutons lancèrent alors un « quatre pattes, oui, deux pattes, non », assourdissant qui empêcha tout débat. Brille-Babil fut chargé d'expliquer la nouvelle ordre. Il loua le sacrifice de Napoléon, qui endossait une lourde responsabilité, et dépeignit Boule de Neige comme un criminel pernicieux, dont le rôle à la bataille de l'Étable avait été exagéré. Il insista sur la nécessité d'une discipline de fer pour empêcher le retour de Jones. Cet argument, jouant sur la peur, fit taire les doutes. Malabar, qui méditait désormais plus longuement, adopta la maxime. Napoléon ne se trompe jamais. Le printemps arriva. Le crâne de Sage l'Ancien fut déterré et placé sur une souche près du mât du drapeau. Les animaux devaient défiler devant lui avant d'entrer dans la grange. L'intérieur avait été réaménagé. Napoléon, Brille-Babil et Minimus siégeaient sur l'estrade, entourés des 9 chiens, tandis que les autres cochons s'asseyaient derrière. Les animaux ne s'asseyaient plus ensemble. Napoléon lisait les consignes d'un ton militaire, suivi d'un seul chant de bêtes d'Angleterre, puis la dispersion. 3 dimanches plus tard, Napoléon annonça que la construction du moulin à vent commencerait. Il n'en donna aucune raison, prévenant simplement que le travail serait dur et les rations potentiellement réduites. Un comité de cochons avait préparé le plan en détail. Brille-Babil expliqua alors aux animaux que Napoléon avait toujours favorisé le moulin, qu'il avait feint de s'y opposer pour éliminer Boule de Neige, et que les plans initiaux avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Il qualifia cette manœuvre de « tactique », un mot que les animaux ne comprirent pas entièrement mais qu'ils acceptèrent sous la pression persuasive de Brille-Babil et la menace des 3 chiens qui l'accompagnaient. Chapitre 6. Toute l'année, les animaux travaillaient comme des esclaves, mais leur labeur les rendait heureux, car ils savaient que les fruits de leur effort leur reviendraient, à eux ou à leur descendance, et non à des humains désœuvrés. Le printemps et l'été furent marqués par des semaines de 60 heures de travail. En août, Napoléon annonça que les animaux devraient travailler les après-midi du dimanche, sous peine de voir leur ration réduite de moitié s'ils refusaient, bien que cela fût présenté comme volontaire. Malgré ces efforts supplémentaires, certaines tâches durent être abandonnées. La moisson fut moins abondante que l'année précédente et 2 champs restèrent en jachère faute de temps pour les labourer. On anticipait un hiver rude, et le moulin à vent présentait des difficultés inattendues. Bien que la carrière de la ferme fournît du sable et du ciment, le problème de la pierre à briser se posa. Aucun animal ne pouvait se tenir longtemps debout sur ses pattes de derrière pour utiliser pic et levier. Après plusieurs semaines d'efforts vains, une solution fut trouvée en utilisant la loi de la pesanteur. Les animaux entouraient d'énormes blocs de pierre de corde, les hissaient jusqu'au sommet de la carrière, puis les faisaient basculer par-dessus bord pour qu'ils se fracassent au sol. Une fois brisées, les pierres étaient transportées plus aisément. Les chevaux les charriaient par tombereaux, tandis que les moutons, Edmé la chèvre et Benjamin l'âne les traînaient une à une à l'aide d'une vieille patache. Les cochons supervisaient les travaux. Le processus était lent et pénible, exigeant parfois une journée entière pour déplacer un seul bloc. Sans Malabar, dont la force semblait égale à celle de tous les autres animaux réunis, la tâche n'aurait pu être accomplie. Malabar arrêtait à temps les blocs qui glissaient, empêchant les autres de se faire écraser, et avançait pied à pied, haletant et couvert de sueur. Douce lui conseillait de ne pas s'éreinter, mais il répondait invariablement « Je vais travailler plus dur » et « Napoléon ne se trompe jamais ». Il se réveillait 3 quarts d'heure plus tôt que les autres grâce à un arrangement avec le jeune coq et, à ses rares moments perdus, ramassait seul une charretée de pierrailles à la carrière pour la transporter jusqu'au site du moulin. Malgré la rigueur du travail, les animaux ne souffrirent pas de la faim. Leur ration était au moins égale à celle du temps de Jones et l'absence de gaspillage humain rendait la méthode animale plus efficace. Le sarclage était réalisé avec une minutie impossible pour les humains et les clôtures séparant pâturage et labour furent supprimées, épargnant leur entretien. Cependant, des fournitures nécessaires manquèrent progressivement. Huile de paraffine, clous, ficelles, biscuits pour chiens, fer à cheval, graines et engrais artificiels, ainsi que la machinerie du moulin. Personne ne savait comment s'en procurer. Un dimanche matin, Napoléon annonça une nouvelle politique.
la ferme des animaux entretiendrait des relations commerciales avec les fermes voisines pour acheter ses fournitures urgentes, notamment en vendant une meule de foin, une partie de la récolte de blé et plus tard des œufs. Les poules devaient accepter ce sacrifice pour l'édification du moulin. Les animaux éprouvèrent une inquiétude, se rappelant des résolutions prises après l'expulsion de Jones interdisant le commerce et l'usage de l'argent. 4 jeunes gorets protestèrent timidement, mais furent réduits au silence par les grognements des chiens. Les moutons scandèrent alors « 4 pattes, oui, 2 pattes, non », dissipant la gêne. Napoléon précisa qu'il n'y aurait aucune relation directe avec les humains. Un avoué de Willingdon, M. Whymper, servirait d'intermédiaire et viendrait chaque lundi matin. Le discours se termina par « Vive la ferme des animaux » et l'hymne « Bête d'Angleterre, Béris ». Bri-Babil parcourut ensuite la ferme pour apaiser les esprits, affirmant que la résolution contre le commerce et l'argent n'avait jamais été votée, suggérant qu'il s'agissait d'une légende née des mensonges de Boule de Neige. Il demanda aux animaux s'ils pouvaient produire un document écrit prouvant le contraire. N'ayant aucun texte, ils convirent de leur erreur. M. Whymper, petit homme aux favoris et à l'air retors, commença ses visites hebdomadaires. Bien que les animaux l'évitent avec effroi, il voyait d'un meilleur œil Napoléon, un quadrupède, donner des ordres à un bipède, ce qui réconcilia en partie la communauté avec les nouvelles dispositions. Les humains, qui avaient toujours prédit la faillite de la ferme et l'échec du moulin, en vinrent à respecter l'aptitude des animaux à gérer leurs affaires, abandonnant même la cause de Jones, parti vivre ailleurs. Rumeur faisait courir que Napoléon négociait avec soit Pilkington de Foxwood, soit Frédéric de Pinchfield, mais jamais avec les deux à la fois. À cette époque, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation. Bri-Babil convainquit à nouveau les animaux qu'aucune résolution n'interdisait cette pratique, arguant de la nécessité pour les têtes pensantes d'avoir un lieu paisible et de la dignité du chef, conférée à Napoléon, d'habiter une maison plutôt qu'une porcherie. Lorsque certains animaux furent troublés d'apprendre que les cochons dormaient dans des lits, Douce tenta de vérifier les 7 commandements. Elle demanda à Edmé de lui lire le 4e. Edmé, qui épelait malaisément, lut « Aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps ». Douce, surprise par la mention des draps, fut rassurée par le passage de Bri-Babil. Celui-ci expliqua que l'interdiction portait uniquement sur les draps, invention humaine, et que les cochons avaient retiré les draps pour dormir sous des couvertures. Il souligna l'importance du sommeil réparateur pour les cochons, chargés de la gestion, et rappela que personne ne voulait le retour de Jones. Les animaux le rassurèrent. Peu après, il fut annoncé que les cochons se lèveraient 1 heure plus tard que les autres, sans opposition. L'automne arriva, mettant fin à une saison éprouvante. Les animaux, épuisés mais satisfaits, voyaient leurs provisions d'hiver réduites par les ventes, mais le moulin, presque à demi bâti, compensait cette perte. Après la moisson, le temps sec permit un travail acharné. Malabar travaillait même seul, la nuit, sous la lune de septembre. Les animaux admiraient les murs imposants qu'ils avaient érigés, seul Benjamin restant sceptique, répétant ses remarques sibyllines sur la longévité. En novembre, les vents déchaînés du sud-ouest forcèrent l'arrêt des travaux, le ciment ne pouvant être malaxé par temps humides. Une nuit, une tempête violente fit vaciller les bâtiments et emporta des tuiles. Au matin, les animaux découvrirent que le mât avait été abattu et qu'un orme avait été arraché. Soudain, un cri de désespoir les fit se retourner. Le moulin était en ruine, les murs rasés jusqu'aux fondations, les pierres éparpillées. Napoléon, rarement pressé, courait vers le site, arpentant les décombres, la queue crispée, signe d'une grande activité mentale. Il s'arrêta net et déclara « Camarades, savez-vous qui est le fautif? L'ennemi qui s'est présenté à la nuit et a renversé notre moulin à vent, c'est Boule de Neige. » Il accusa Boule de Neige de pure malignité, voulant contrarier les plans et se venger de son expulsion. Napoléon décréta la condamnation à mort de Boule de Neige, offrant une récompense pour sa capture, morte ou vivante. Les animaux, indignés, s'efforcèrent de trouver des moyens de le saisir. Ils découvrirent des empreintes de sabots de cochon menant à une brèche dans la haie. Napoléon, ayant reniflé de manière significative, affirma qu'il s'agissait de Boule de Neige venues de Foxwood. Il ordonna de reprendre immédiatement la construction du moulin, sans dételer de tout l'hiver, qu'il pleuve ou vente, pour prouver à l'abominable traître qu'on ne faisait pas table rase de leur œuvre. « Nos plans ne doivent être modifiés en rien, ordonna-t-il. En avant, camarades, vive le moulin à vent,
vive la ferme des animaux. Chapitre 7. Un hiver rigoureux s'abattit sur la ferme des animaux, après des orages, une neige abondante puis fondue, avant que le gel ne s'installe durablement jusqu'en février. Malgré les conditions hostiles, les animaux poursuivaient la reconstruction du moulin, conscients que le monde extérieur observait leurs efforts avec une envie de triomphe s'ils échouaient. Les humains, par malveillance, affirmaient que l'effondrement précédent était dû à la fragilité des murs, ignorant que les animaux avaient décidé de renforcer les nouvelles fondations à 3 pieds d'épaisseur, contre 18 pouces auparavant, nécessitant bien plus de pierres. La neige bloquant la carrière, puis le gel rendant la tâche pénible, l'enthousiasme des animaux diminua. Ils souffraient du froid et de la faim, seuls Malabar et Douce gardant leur ardeur au travail, stimulés davantage par la force de Malabar et sa devise « Je vais travailler plus dur » que par les discours de Bri Babil sur la dignité du labeur. En janvier, la nourriture se fit rare. Le blé fut sévèrement rationné et on promit une compensation en pommes de terre, mais celle-ci, mal protégée sous la paille, avait gelé et était impropre à la consommation. Les animaux survécurent plusieurs jours avec des betteraves fourragères et de la paille, frôlant la mort par inanition. Pour cacher cette détresse au monde extérieur et contrecarrer les mensonges des humains qui décrivaient les animaux comme des cannibales en proie aux maladies, Napoléon utilisa M. Whymper, l'intermédiaire humain. Il ordonna à certains animaux, surtout des moutons, de feindre des rations abondantes à sa vue. De plus, il fit remplir de sable les coffres de réserve presque vides, les couvrant de grains et de farine pour tromper Whymper, qui rapporta faussement qu'il n'y avait aucune disette à la ferme. À la fin janvier, il fallut s'approvisionner en grains. Napoléon, désormais reclus dans sa maison gardée par 6 chiens féroces, ne se montrait que sous escorte. Un dimanche, Bri Babil annonça qu'un contrat avait été passé avec Whymper pour vendre 400 œufs par semaine aux humains, en échange de farine et de grains jusqu'à l'été. Les poules, indignées de voir leur couvée de printemps saisie, se révoltèrent. Sous la conduite de 3 poulets noirs de Minorque, elles refusèrent de pondre, s'installant sur les chevrons du comble pour écraser leurs œufs au sol. Napoléon réagit avec brutalité. Il supprima leurs rations et ordonna la mort de tout animal surpris à les nourrir. Après 5 jours de résistance, les poules capitulèrent. 9 d'entre elles étaient mortes, enterrées sous le prétexte fallacieux d'une coccidiose, tandis que Whymper ignorait l'incident et récupérait ses œufs chaque semaine. Les rumeurs circulaient selon lesquelles Boule de Neige se cachait dans l'une des fermes voisines, Foxwood ou Pinchfield. Napoléon hésitait à vendre une pile de madriers secs à l'un ou l'autre des propriétaires, Pilkington ou Frédéric, faisant varier ses préférences en fonction de l'endroit supposé où se cacherait Boule de Neige. Au début du printemps, une nouvelle alarmante fit trembler la ferme. Boule de Neige hantait la ferme la nuit, accusé de tous les méfaits, vol de blé, renversement de lait, cassure d'œufs, destruction des semis et écorçage des arbres. Chaque incident, même la perte d'une clé retrouvée plus tard, était imputé à l'ancien leader. Napoléon, escorté de ses chiens, inspecta minutieusement les lieux, flairant le sol et criant au nom de Boule de Neige pour terrifier les animaux, qui vivaient dans la peur constante d'une présence traîtresse. Un soir, Bri Babil réunit les animaux pour une révélation choc. Boule de Neige s'était vendu à Frédéric, qui préparait une attaque pour reprendre la ferme. Mais pire encore, des documents secrets révélaient que Boule de Neige avait été, dès le premier jour, un agent secret de Jones. Bri Babil réinterpréta la bataille de l'étable. Boule de Neige aurait tenté de conduire les animaux à la défaite, se blessant volontairement pour simuler son héroïsme et donner le signal de la fuite au moment critique. Il affirma que c'est Napoléon qui, en mordant Jones, avait sauvé la Révolution. Malabar, bien que sceptique sur la trahison initiale, finit par accepter la version officielle de Napoléon. Bri Babil avertit ensuite que des agents de Boule de Neige se cachaient probablement parmi eux. 4 jours plus tard, Napoléon fit rassembler tous les animaux dans la cour, entourés de 9 molosses et portant les médailles de héros animal. Il ordonna aux chiens d'attaquer 4 cochons qui s'étaient opposés à l'abolition des assemblées du dimanche. Bien que Malabar ait défendu l'un des chiens attaqués, les 4 cochons, terrorisés, avouèrent avoir conspiré avec Boule de Neige pour l'effondrement du moulin et la livraison de la ferme à Frédéric. Ils furent immédiatement égorgés par les chiens. Napoléon demanda ensuite s'il y avait d'autres aveux à faire. 3 poulets, meneurs de la révolte des œufs, confessèrent avoir été manipulés par Boule de Neige en rêve et furent tués. Une oie avoua avoir volé du blé,
un mouton avoir uriné dans l'abreuvoir sur ordre de Boule de Neige, et 2 autres moutons reconnurent avoir tué un vieux bélier dévoué à Napoléon. Tous furent massacrés sur place, créant un amoncellement de cadavres et une odeur de sang inconnue depuis la expulsion de Jones. Les survivants, horrifiés, s'éloignèrent en foule. Ils se blottirent côte à côte près du moulin inachevé pour se réchauffer, excepté Malabar qui resta debout, agité, et la chatte qui avait disparu. Malabar, incapable de comprendre ces événements, attribua la faute à une insuffisance de travail et décida de se lever 1 heure plus tôt pour travailler plus dur, retournant à la carrière chargée des pierres. Les autres animaux, dont Douce, regardaient la ferme sous les rayons obliques du soleil de printemps, éprouvant une tristesse profonde. Douce, les larmes aux yeux, se remémorait les idéaux de liberté, d'égalité et de protection mutuelle prônés par Sage l'Ancien, réalisant que les massacres et la terreur n'étaient pas ce qu'ils avaient espéré. Elle se sentait pourtant plus favorisée qu'au temps de Jones et craignait le retour des humains, décidant de rester fidèle à Napoléon. Elle entonna alors « Bête d'Angleterre », reprise en chœur par les autres animaux, mais avec une lenteur funèbre. À peine la chanson terminée, Bri Babil, accompagné de 2 chiens, annonça que Napoléon interdisait désormais de chanter « Bête d'Angleterre », considérant que le soulèvement était accompli et l'ennemi vaincu, rendant ce chant des aspirations passées inutiles. Les moutons, lançant leur bêlement habituel, 4 pattes, oui, 2 pattes, non, étouffèrent toute protestation. Bête d'Angleterre ne fut plus jamais chantée. À sa place, Minimus composa un nouveau chant louangeur pour la ferme, que les animaux répétaient chaque dimanche, bien qu'ils trouvaient ses paroles et sa musique inférieures à l'ancien hymne révolutionnaire. Chapitre 8. Quelques jours après les exécutions massives, la terreur retombée, les animaux de la ferme des animaux commencent à s'inquiéter de la violation apparente du 6e commandement. Nul animal ne tuera un autre animal. Douce demande à Benjamin de lui lire ce commandement, mais celui-ci, fidèle à sa philosophie de non-engagement, refuse, déclarant qu'il ne se mêle pas de ses affaires. Elle se tourne alors vers Edmé, qui lui lit l'énoncé complet. Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. Les 3 derniers mots, ajoutés secrètement, échappaient à la mémoire collective des animaux, mais ils acceptent cette justification, convaincus que les traîtres exécutés avaient bien des motifs valables pour être punis, notamment leur liaison supposée avec Boule de Neige. Pendant toute l'année, le travail devient écrasant. Les animaux achèvent la construction du moulin, dont les murs sont bâtis 2 fois plus épais que prévu, tout en assurant les tâches agricoles habituelles. Ils travaillent plus longtemps qu'à l'époque du propriétaire Jones, sans pour autant être mieux nourris. Chaque dimanche matin, Bri Babil lit des statistiques exagérées affirmant une hausse massive de la production, allant jusqu'à 200 ou 50%. Les animaux, dont la mémoire des conditions précédentes s'est estompée, acceptent ces chiffres, bien que certains regrettent que les chiffres augmentent alors que la nourriture diminue. La hiérarchie se rigidifie. Les ordres sont transmis exclusivement par Bri Babil ou d'autres cochons. Napoléon, le chef, apparaît rarement en public, seulement 1 fois tous les 15 jours, entouré d'un cérémonisme accru. Un jeune coq noir sert de trompette, poussant un cocorico avant que Napoléon ne prenne la parole. À l'intérieur de la maison, Napoléon vit dans un luxe inouï. Il est servi par 2 chiens, mange dans des assiettes en porcelaine de Derby, frappées d'une couronne, et une salve de carabine est tirée pour célébrer son anniversaire, aux côtés des 2 autres jours anniversaires. On ne l'appelle plus que « notre chef », le camarade Napoléon, et les cochons lui attribuent des titres grandioses tels que « père de tous les animaux »,« terreur du genre humain » ou « ami des canetons ». Bri Babil exalte sa sagesse et sa bonté dans ses discours. Les animaux attribuent à Napoléon leur moindre succès, comme une poule qui se vante d'avoir pondu 5 œufs en 6 jours, sous la conduite éclairée du chef, ou des vagues qui remercient ses lumières pour la qualité de l'eau. Un poème écrit par Minimus, intitulé Camarade Napoléon, est composé pour glorifier le chef. Il le décrit comme un soleil dans notre ciel et un divin créateur. Sur le plan diplomatique, Napoléon, par l'intermédiaire de son intermédiaire Whymper, négocie avec Frédéric de Pinchfield et Pilkington de Foxwood pour vendre du bois de charpente. Frédéric offre un prix trop bas. Parallèlement, une rumeur court sur une attaque imminente de Frédéric, jaloux de la construction du moulin, et sur la présence de Boule de Neige à Pinchfield. L'été voit l'aveu de 3 poules, accusées d'avoir conspiré avec Boule de Neige pour assassiner Napoléon. Elles sont exécutées immédiatement. La sécurité de Napoléon est renforcée. 4 chiens veillent sur lui la nuit,
et un petit goret nommé Œil Rose goûte sa nourriture pour éviter tout empoisonnement. Napoléon annonce soudainement qu'il a décidé de vendre le bois à Pilkington, établissant des relations cordiales avec Foxwood, préféré à la haine et la peur qu'inspire Frédéric. Cependant, à mesure que l'été avance et que la construction du moulin touche à sa fin, les rumeurs d'une attaque prochaine de Frédéric s'intensifient. Frédéric aurait soudoyé la police et la justice pour que la vente du bois soit incontestable. De plus, des atrocités sont attribuées à Frédéric. Il aurait fouetté un cheval à mort, affamé ses vaches, jeté un chien dans une chaudière et organisé des combats de coqs armés de lames. Ces récits enflammant la colère des animaux, qui réclament une guerre offensive contre Punchfield, mais Bree-Babil les exhorte à la prudence et à la confiance dans la stratégie de Napoléon. Un dimanche, Napoléon réunit les animaux et déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de vendre à Frédéric, un gredin, et rompt les relations avec Foxwood, interdisant aux pigeons de s'y poser, et change le mot d'ordre de « mort à l'humanité » en « mort à Frédéric ». Peu après, une nouvelle conspiration de boules de neige est démasquée. Il aurait semé de l'ivraie dans les blés. Un jar complice, confiant sa faute à Bree-Babil, se suicide en avalant des baies de belladone. Les animaux apprennent aussi que Boule de Neige n'a jamais été décoré héros animal et a même été blâmé pour sa lâcheté lors de la bataille de l'étable, une information que Bree-Babil présente comme une preuve de la faiblesse de leur propre mémoire. À l'automne, après des efforts prodigieux, le moulin est achevé. Les animaux, épuisés mais fiers, admirant ses murs doubles et sa solidité, célèbrent leur œuvre. Napoléon vient féliciter les animaux et baptise l'édifice Moulin Napoléon. 2 jours plus tard, lors d'une réunion extraordinaire, Napoléon annonce qu'il a finalement vendu le bois à Frédéric. Pendant qu'il feignait l'amitié avec Pilkington, il négociait secrètement avec Frédéric. Les relations avec Foxwood sont rompues. Les pigeons reçoivent l'ordre de chanter « Mort à Pilkington ». Napoléon rassure les animaux sur l'absence de menace de Frédéric et minimise les atrocités attribuées à celui-ci, les attribuant à la propagande de Boule de Neige. Il affirme même que Boule de Neige n'a jamais été à Punchfield, mais vit à Foxwood aux dépens de Pilkington. Bree-Babil explique avec admiration que Napoléon a manœuvré pour faire monter l'offre de Frédéric de 12 livres. Fait crucial, Napoléon a exigé un paiement en billets de 5 livres, remis avant le chargement, contrairement à la demande de Frédéric, qui voulait payer par chèque. Les billets sont présentés aux animaux, qui les examinent avec émerveillement. Malabar les renifle et les voit bruire. Napoléon, décoré, repose sur un lit de paille, souriant, l'argent empilé sur un plat de porcelaine chinoise. 3 jours plus tard, la panique s'empare de la ferme. Whymper arrive en bicycle, pâle et effrayé, et court vers la maison. Des cris de rage en viennent. La nouvelle se propage. Les billets de banque sont faux. Frédéric a obtenu le bois sans payer. Napoléon, furieux, jure de faire bouillir Frédéric s'il le capture et prévient que l'attaque tant redoutée est imminente. Des sentinelles sont placées et des pigeons envoyés à Foxwood pour tenter une réconciliation. Le lendemain matin, l'attaque a lieu. Frédéric et ses hommes franchissent la clôture. Les animaux, armés de leur courage, mais non de leurs armes, chargent. Cependant, les 15 hommes armés de 6 fusils ouvrent le feu à 50 mètres. Les explosions et les brûlures des plombs font reculer les animaux, malgré les efforts de Napoléon et de Malabar. Blessés, ils se replient vers les dépendances. Frédéric prend possession du grand herbage et du moulin. Napoléon, désemparé, regarde vers Foxwood, espitant une aide de Pilkington. Les 4 pigeons reviennent avec un mot de Pilkington. « Ça vous apprendra ». Les hommes s'arrêtent près du moulin. Napoléon, retrouvant sa confiance, déclare que les murs sont trop épais pour être détruits en une semaine. Benjamin, observant attentivement, voit les hommes creuser un trou à la base du moulin avec une masse et un levier. Il prévient les animaux qu'ils vont y insérer de l'explosif. Une explosion assourdissante survient. Le moulin et ses fondations sont réduits en cendres et projetés à des centaines de mètres. Voyant leur œuvre détruite, la peur des animaux se transforme en rage. Sans attendre d'ordre, ils chargent l'ennemi. La bataille est sauvage et sanglante. Les hommes tirent, les animaux répondent par des sabots,
des dents et des cornes. Plusieurs animaux meurent ou sont blessés. Napoléon lui-même voit sa queue lacérée. Malabar fracasse 3 têtes. Quand Napoléon lâche ses 9 chiens de garde qui encerclent les hommes, la panique s'empare des assaillants. Frédéric crie la retraite. Les animaux poursuivent les hommes hors de la ferme, les forçant à fuir à travers la haie. Les animaux victorieux, mais épuisés et couverts de sang, retournent à la ferme. Ils constatent la destruction totale du moulin. Brille-Babil, qui n'a pas combattu, arrive en dansant, ravi. Un coup de fusil retentit. Malabar, blessé et manquant d'un fer, demande ce qui se passe. Brille-Babil proclame la victoire. Ils ont chassé l'ennemi du sol sacré de la ferme des animaux. Face à l'objection de Malabar sur la perte du moulin, Brille-Babil répond qu'ils en bâtiront un autre et que reconquérir le sol est en soi la victoire. Des funérailles solennelles sont organisées pour les morts. Malabar et Douce tirent le corbillard, conduit par Napoléon. 2 jours de célébration ont lieu, avec des discours, des chants, des salves de fusils, 7 au total, et des récompenses spéciales, pommes pour tous, blé pour les volatiles, biscuits pour les chiens. La bataille est nommée « Bataille du Moulin à Vent » et Napoléon crée l'ordre de la bannière verte, qu'il s'attribue. L'affaire des billets faux est oubliée. Peu après, les cochons découvrent une caisse de whisky dans les caves. Cette nuit-là, des chants et des cris, mêlés à des airs de bêtes d'Angleterre, viennent de la maison. On voit Napoléon, portant l'ancien chapeau melon de Jones, sortir et rentrer. Le lendemain, un silence lourd règne, Brille-Babil, l'air malade, annonce que Napoléon est mourant. La panique s'installe, les animaux craignent l'empoisonnement par boule de neige. À 11 heures, Brille-Babil revient. Napoléon a pris sa dernière décision, punissant de mort tout animal consommant de l'alcool. Napoléon se rétablit rapidement. Quelques jours plus tard, la nuit, un bruit de casse retentit près de la grange. Les animaux trouvent une échelle brisée, Brille-Babil inconscient, et des traces de peinture blanche. Benjamin hoche la tête, mystérieux. Peu après, Edmé, en lisant les commandements, découvre que le 5e commandement, qu'il croyait être « Aucun animal ne boira d'alcool », dit en réalité « Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès ». Les 2 mots « à l'excès » avaient été ajoutés, effaçant la prohibition totale et validant l'ivresse des cochons. Chapitre 9. La guérison du sabot fendu de Malabar fut longue. Dès la fin des fêtes célébrant la victoire, la reconstruction du moulin avait débuté. Malabar, refusant tout repos et cachant sa douleur, avouait à Douce, le soir, que son sabot lui faisait mal. Douce lui appliquait des cataplasmes de plantes mâchonnées, tandis que Benjamin tentait de le convaincre de modérer ses efforts, lui rappelant que « les bronches d'un cheval ne sont pas éternelles ». Mais Malabar, dont le 12e anniversaire approchait, tenait à voir le moulin bien avancé avant sa retraite, prévue initialement à 12 ans pour les chevaux selon les premières lois de la ferme des animaux. Bien qu'aucun animal n'ait encore bénéficié de pension, des rumeurs circulaient sur un futur pâturage pour les retraités, avec une pension estimée à 5 livres de grains et 15 livres de foin en hiver, plus des friandises les jours fériés. L'hiver fut rigoureux, et les rations réduites, sauf pour les cochons et les chiens, ce que Brille-Babil justifiait par le principe qu'une égalité stricte était contraire à l'animalisme. Il affirmait qu'il n'y avait pas de pénurie, parlant de réajustement plutôt que de réduction, et accumulait des chiffres pour prouver l'augmentation de la production, la réduction du temps de travail et l'amélioration de la santé. Les animaux, ayant oublié la rudesse de l'époque de Jones et se consolant avec l'idée d'être libres, le croyaient. Pourtant, la vie restait dure, marquée par la faim, le froid et le labeur incessant, le tout justifié par le nombre accru de bouches à nourrir, notamment les 31 porcelainés de 4 truies, tout descendants de Napoléon. Napoléon prit en charge l'éducation des jeunes gorets dans la cuisine, les isolant des autres animaux. Des privilèges furent accordés aux cochons, céder le pas à un cochon était obligatoire et il portait un ruban vert à la queue le dimanche. Pour financer la construction de l'école et du moulin, ainsi que les besoins en outils et en biscuits pour chiens, les ventes furent intensifiées, portant le contrat d'œufs à 600 par semaine, ce qui décima les couvées. Les rations furent encore réduites en février, l'usage des lanternes interdit pour économiser l'huile, tandis que les cochons prenaient de l'embonpoint. Une odeur d'orge bouillie émana de la brasserie, faisant espérer un brouet chaud aux animaux, mais il fut annoncé que toute l'orge serait réservée aux cochons, chacun recevant une pinte de bière quotidienne, et Napoléon 10 pintes servies dans la soupière de porcelaine de Derby. Pour distraire les animaux de leur misère,
Napoléon institua une manifestation spontanée hebdomadaire, défilé militaire célébrant ses triomphes, ponctué de discours de bribes habiles et de coups de fusil. Les moutons, fervent soutien, faisaient taire les critiques par leur bêlement rythmant le cri « 4 pattes, oui, 2 pattes, non ». En avril, la ferme des animaux fut proclamée république et Napoléon fut élu président à l'unanimité. On révéla alors que Boule de Neige avait ouvertement combattu aux côtés de Jones lors de la bataille de l'Étable, menant les forces humaines au cri de « Vive l'humanité » et que ses blessures avaient été infligées par Napoléon. L'été vit le retour du corbeau Moïse, qui chantait les louanges de la montagne de Sucrécandie, un paradis où les animaux ne travailleraient plus. Les cochons méprisaient cette fable en public, mais laissaient Moïse fainéanter et lui allouaient de la bière. Malabar, dont le sabot était guéri, travaillait avec une intensité désespérée pour le moulin et l'école, soutenu uniquement par sa volonté et sa devise gravée sur ses lèvres, « Je travaillerai plus dur ». Ses forces déclinaient. Sa robe perdait son éclat, mais il refusait de s'arrêter. Un soir d'été, une rumeur annonça qu'il était tombé sous le poids d'une charretée de pierres. Douce et Benjamin restèrent près de lui, tandis que Brille-Babil, prévenu, affirma que Napoléon, attristé, avait ordonné son transfert à l'hôpital de Willingdon. Les animaux, méfiants car aucun animal n'avait jamais quitté la ferme auparavant, furent rassurés par Brille-Babil qui promit des soins vétérinaires excellents. Malabar, ramené à l'écurie, prit une médecine rose et rêvait de retraite et d'apprendre les lettres de l'alphabet. Le lendemain, Benjamin accourut, panique dans la voix, criant que l'on emmenait Malabar. Les animaux trouvèrent un immense fourgon fermé, tiré par 2 chevaux, avec Alfred Simons, équarrisseur et fabricant de matières adhésives. Écrit en grosses lettres sur le côté. Benjamin, brayant de rage, lut l'inscription et révéla la vérité. On emmenait Malabar chez l'abatteur. Les animaux, horrifiés, poursuivirent le fourgon en criant au revoir. Douce, en tête, suppliait Malabar de se sauver. À travers la lucarne arrière, on vit le visage de Malabar, puis on entendit ses sabots tambouriner violemment pour essayer de briser le fourgon, mais ses forces l'avaient trahi. Le bruit s'éteignit et le véhicule disparut. 3 jours plus tard, Brille-Babil annonça que Malabar était mort à l'hôpital, entouré de soins. Il prétendit que Malabar, trop faible pour parler, lui avait confié ces derniers mots. « En avant, au nom du soulèvement. Vive la ferme des animaux. Vive le camarade Napoléon. Napoléon ne se trompe jamais. » Face au doute des animaux sur l'inscription équarrisseur, Brille-Babil expliqua que le vétérinaire n'avait pas encore recouvert l'ancienne enseigne. Ce mensonge apaisa les animaux, qui se consolèrent à l'idée que Malabar était mort heureux. Napoléon prononça une oraison funèbre, rappelant les maximes de Malabar et les invitant à les faire siennes. Il annonça un banquet commémoratif et une couronne de laurier. Le jour du banquet, une camionnette livra une caisse de whisky. La nuit fut agitée de chants et de bris de verre, et personne ne donna signe de vie dans la maison avant midi, les cochons ayant visiblement acquis de l'argent pour cette boisson. Chapitre 10. Les années avaient passé, emportant avec elles la mémoire vivante du soulèvement. Seule la vieille jument Douce, le vieil âne Benjamin, le corbeau Moïse et quelques cochons se souvenaient encore des temps d'avant. Jones était mort alcoolique dans une maison de santé, Boule de Neige et Malabar étaient tombés dans l'oubli. Douce, désormais pansue et percluse, avait dépassé l'âge de la retraite, une notion qui n'existait plus pour les animaux. Napoléon, âgé et pesant 150 kilos, et Brille-Babil, bouffi de graisse, dominait la ferme, tandis que Benjamin restait seul tel quel, revêche et taciturne. La ferme s'était agrandie et enrichie grâce à l'achat de 2 champs à M. Pilkington et à la construction du moulin, qui servait désormais à moudre le blé plutôt qu'à produire de l'électricité, comme le prévoyait Boule de Neige. Les promesses de la République des animaux, semaine de 3 jours, confort moderne, avaient été abandonnées au profit d'un travail opiniâtre et d'une existence frugale, selon Napoléon. Bien que la ferme prospérât, les animaux restaient pauvres, tandis que les cochons et les chiens, nombreux et voraces, s'attribuaient le rôle d'organisateurs et de contrôleurs, justifiant leur abondance par des rapports et des mémorandats mystérieux jetés au feu dès qu'ils étaient remplis. Pour les autres animaux, la vie restait pénible. Faim, froid, mouches, travail acharné.
Seul Benjamin affirmait que la vie n'avait jamais été meilleure ni pire, la souffrance étant la loi inaltérable de l'existence. Pourtant, les animaux gardaient un fier orgueil d'être les seuls de toute l'Angleterre à être exploités par eux-mêmes, croyant toujours en la République des animaux et en l'égalité fondamentale, tous les animaux sont égaux. Un jour de début d'été, Brille Babil emmena les moutons dans un lopin de terre en friche pour leur apprendre un nouveau chant secret. Ils y restèrent une semaine entière, invisibles aux autres animaux. Leur retour coïncida avec un événement terrifiant. Un hennissement d'épouvante de Douce révéla à la cour un cochon marchant sur ses pattes de derrière. C'était Brille Babil, suivi peu après par une longue file de cochons avançant de la même manière, certains chancelants. La scène fut achevée par l'arrivée de Napoléon, majestueux, marchant sur deux pattes, tenant un fouet dans sa patte, entouré de chiens et d'un coq. Le silence de mort qui s'abattit sur la cour fut brisé lorsque les moutons, comme répondant à un signal, se mirent à bêler inlassablement. 4 pattes bon, 2 pattes mieux. Ce chant assourdissant empêcha toute protestation. Douce, les yeux perdus, entraîna Benjamin jusqu'à la grange où les 7 commandements étaient peints sur le mur. Elle lui demanda si l'inscription avait changé. Benjamin lut alors le seul commandement restant, modifié en « Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres ». Le lendemain, il ne parut plus étrange de voir les cochons superviser le travail avec un fouet, s'équiper de radios, de téléphones et de journaux, ou encore revêtir les vêtements de M. Jones. Napoléon lui-même sortit en veston noir, culotte de chasse et guêtre, accompagné de sa truie en robe de soie, comme Mrs. Jones le dimanche. Quelques jours plus tard, une délégation de fermiers voisins, menée par M. Pilkington, visita la ferme. Les animaux, effrayés à la fois par les cochons et les humains, travaillaient en silence. Ce soir-là, des rires et des chants venus de la maison attirèrent l'attention des animaux. Ils s'approchèrent furtivement et regardèrent par la fenêtre de la salle à manger. À la longue table, 12 fermiers et 6 cochons étaient réunis. Napoléon présidait, assis confortablement. M. Pilkington se leva pour porter un toast. Il exprima sa satisfaction que la méfiance des voisins envers la ferme des animaux soit révolue. Il loua l'ordre, la discipline et la productivité des animaux, notant qu'ils travaillaient plus dur et mangeaient moins que leurs homologues humains ou animaux des autres fermes. Il conclut son discours par un mot d'esprit. « Si vous avez affaire aux animaux inférieurs, nous c'est aux classes inférieures. » La tablée éclata de rire. Pilkington porta ensuite un toast à la prospérité de la ferme des animaux. Napoléon prit la parole à son tour. Il annonça que les rumeurs de subversion étaient fausses et que la ferme désirait vivre en paix. Il révéla plusieurs changements. L'usage du terme « camarade » était aboli, le crâne du vieux verra enterré, et le drapeau vert, dépouillé du sabot et de la corne, serait uni. Il annonça enfin que la ferme ne s'appellerait plus « ferme des animaux », mais retrouverait son véritable nom, ferme du manoir. Il porta un toast à la prospérité de la ferme du manoir. Les acclamations furent chaleureuses. Mais à la fenêtre, les animaux observaient avec stupéfaction que les traits des cochons semblaient changer. Le menton de certains devenait triple, quadruple ou quintuple. Les visages semblaient se dissoudre, se métamorphoser. Les convives reprirent leur partie de cartes, interrompus par une violente querelle entre Napoléon et M. Pilkington, qui avait joué un as de pique en même temps. 12 voix coléreuses criaient, identiques. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, de l'homme au cochon. Merci d'avoir écouté ce livre audio. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines publications.